Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un homme aux multiples casquettes. Il est acteur, comédien, réalisateur, scénariste, j'en passe et des meilleurs, metteur en scène, animateur, chroniqueur, enseignant et bien sûr, grosse tête. Éric Logérias est notre invité. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. J'ai raté peut-être quelques casquettes parce que vous en avez quand même pas mal. Hein. Vous êtes un touche-à-tout, on va en reparler. Oui. Parmi les casquettes que je n'ai pas manqué, metteur en scène, et c'est d'ailleurs un peu à ce titre que vous êtes ici, mais on va parler de vos autres casquettes aussi, puisque vous êtes le metteur en scène d'une pièce qui est actuellement à l'affiche au Théâtre Rive Gauche à Montparnasse, qui s'appelle Ave César, avec Frédéric Bourali et Christelle Reboul, que je suis allée voir. C'est vraiment une comédie assez jubilatoire, on rigole bien. Une comédie de Michel Rimel. C'est comme ça qu'on prononce ? Rimel. Rimel, parce que R-I-M-L, voilà. Oui, c'est assez étrange comme nom. L'histoire donc d'un couple marié depuis 25 ans qui essaye de se réinventer dans un hôtel un peu particulier qui est censé être un hôtel un peu érotique et voilà, et on part dans le parcours de ce couple. Bah, faites-nous le pitch peut-être un peu plus non, vous élégamment. Très bien fait. Mais... Non, c'est ça. C'est un couple qui est marié depuis 25 ans, qui vit ensemble depuis même plus longtemps que 25 ans et et dont la femme, qui est jouée par Christelle Reboul, trouve qu'ils sont dans une routine, dans une espèce de vie côte à côte, sans plus de contact finalement, sans plus de... Et pas seulement sexuel d'ailleurs, hein. La sexualité est un problème. D'ailleurs, elle a acheté une love box dans laquelle il y a des accessoires, un petit manuel, 69 vieux coquins. Et elle se dit, je vais essayer pendant ce week-end dans cet hôtel qui est censé être un hôtel branché, un peu érotico, inspirant. Avec un miroir au plafond quand même. Miroir au plafond, très rouge, comme ça, une espèce d'ambiance limite lupanar. Et elle se dit, je vais profiter de ce week-end pour peut-être qu'on se retrouve, qu'on ranime la flamme, mais au-delà juste de l'envie de ranimer cette flamme sexuelle, il y a aussi un vrai problème de couple sur de la non-communication, sur une absence à eux-mêmes peut-être et à ce qu'ils formaient autrefois ensemble. Et donc, elle se pose beaucoup de questions. Et lui, l'homme... Lui, beaucoup moins. Bon, je crois que ça lui convient. Comme il dit à un moment, je suis un mec, quoi. Voilà, ça lui convient, cette espèce d'inconfort qui est devenu confortable, lui va très bien. Donc il se demande un peu ce qu'il fait là. Il est assez rétif, il freine un peu des cas de fer, et puis voilà, la pièce dure 1h30, donc il se passe des choses. Il se passe plein de choses, c'est assez drôle. Vous-même, comment vous a-t-on proposé ce projet ? Ça a résonné en vous ? Oui. On vous a dit tiens ? Oui, complètement. C'est votre cas aussi, non ? Vous êtes marié depuis quelques années ? Je suis marié depuis plus de 25 ans, presque 30. Alexia Périmoni, qui est la fille de Jean Périmoni, le professeur de théâtre, et de Marie-Cécile Renaud. Le cours Périmoni. Le cours Périmoni et Marie-Cécile Renaud, qui est une agent littéraire importante. Parmi des projets dont on avait parlé, m'a parlé de cette pièce, qui est une pièce canadienne-anglaise, dont elle m'a dit, écoute, il n'y a jamais eu d'adaptation faite en français. J'ai fait une traduction, basique, mot à mot. Est-ce que tu veux la lire ? Je l'ai lue. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Avec Raphaël Potier, qui est mon complice d'écriture depuis 20 ans. On en a fait une adaptation en français. Et puis, j'ai commencé, c'était ça il y a 5-6 ans, et puis j'ai commencé à réfléchir aux comédiennes et comédiens qui pourraient la jouer, parce que j'avais envie de la mettre en scène, d'aller au bout de ce projet. Et donc, j'ai pensé à Frédéric Bourali, à Christelle Reboul. Ça fonctionne très bien. Qui j'ai pensé quasiment tout de suite, parce que... Oui, c'est drôle, parce qu'on n'aurait pas... Oui. On n'y pense pas instinctivement, mais ça fonctionne très bien. D'abord, ce sont une actrice et un acteur que je connais bien et depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Avec une différence d'âge quand même ? Une dizaine ? Oui, une petite dizaine d'années, oui. Et je voulais un couple qui soit un couple ordinaire. Et il n'y a rien de plus compliqué que de trouver des gens ordinaires, parce que les acteurs veulent toujours jouer des choses extraordinaires. Mais est-ce que le vrai chemin, c'est pas jouer de l'ordinaire et d'en faire quelque chose d'extraordinaire ? Exactement. Donc ça a été une recherche, enfin pas vraiment une recherche que je leur ai proposée assez vite. Après il y a eu le fameux Covid qui a un peu bloqué tout ça. Bon, c'était un peu compliqué. Puis vous savez, le problème avec les acteurs, c'est que quand ils sont libres, les théâtres ne le sont pas.
Quand on a trouvé le producteur, on n'a plus le théâtre. Enfin, voilà, donc il y a un problème de planètes qui doivent s'aligner. Ça s'est fait l'année dernière. Et voilà, mais... Et l'idée était antérieure au Covid, en fait. Enfin, ah oui, oui, il y a 4-5 ans qu'on a cette idée, donc, cette envie, avec eux. Avec eux déjà. Avec eux déjà, oui, oui. Bon, très vite. C'est pas une distribution par défaut, c'est une distribution voulue dès le premier jour. Je le dis dans le petit mot, on nous demande toujours de faire des petites notes d'intention de mise en scène pour les programmes et pour les tournées et tout ça. Et je voulais une actrice et un acteur qui soient à la fois quelqu'un qu'on peut croiser à la sortie d'une supérette d'un quartier périphérique ou de province, et en même temps qui soient complètement des acteurs. C'est-à-dire que un acteur, il faut qu'il soit capable de jouer Richard III et d'être ce monsieur qu'on bouscule en allant prendre un caddie. Et une actrice, elle peut jouer Bérénice. Et pour moi, c'est ça des grands acteurs. Et je pense que Frédéric et Christelle sont ces acteurs-là. Parce que, en fait, Michel Riemel, elle nous tend un miroir à nous, couple de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 25, 30, de 50 ans. J'ai des amis qui viennent de fêter leurs 60 ans de mariage. Et en fait, pour que le miroir fonctionne, il faut qu'on se reconnaisse dans les personnages et dans les acteurs qui jouent ces personnages. Donc je pense que c'était la bonne actrice et le bon acteur, avec ce petit danger, avec ces acteurs-là qui sont très populaires, c'était de laisser croire aux spectateurs que c'était une pièce qui allait leur permettre de se taper sur les cuisses du début à la fin. Et ce n'est pas le cas de cette pièce. Alors, l'idée n'était pas non plus de leur vendre chat en poche, mais de leur dire, voilà, moi j'ai envie que les gens viennent au théâtre. Donc, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ces acteurs-là sont des acteurs qui font venir les gens au théâtre. Après, le danger, il était là, d'avoir un malentendu sur le fait, mais on ne l'a pas eu. De télé aussi. Voilà. Scène de ménage. Voilà, scène de ménage pour Frédéric, nos chers voisins pour Christelle. Ouais. Donc très populaire. Très populaire. Et on a eu peur de ça à un moment. On s'est dit, mais est-ce que les gens vont pas croire vont pas se tromper sur la pièce? Pour l'heure, à 95%, non. Il y a des gens qui disent, oh, moi je pensais que je me marrais du début à la fin. La pièce, elle est... C'est vrai, pas que. Elle les touche aussi. Des moments d'émotion pure, ou un moment... Voilà, quand une femme dit à son mari, je me demande s'il ne faut pas qu'on divorce, ben, le mari, il prend ça comme un uppercut dans le foie, quoi. Et donc, il y a un moment d'émotion et de... Mais tu me parles sérieusement, c'est quoi l'histoire? Voilà. Donc voilà, c'est une pièce... Est-ce que l'amour, ça passe? Est-ce que le couple, ça s'use obligatoirement? Est-ce que cette usure du couple, c'est pas aussi une usure naturelle, normale, avec laquelle il faut faire? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose. Est-ce que vous avez puisé votre inspiration dans votre propre quotidien d'homme marié? Oui. Il y a les petites choses... Bien sûr, bien sûr. Oui, universel, finalement. Universel, voilà. Je pense que en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, en tant que comédien, on puise dans nos vies. Parce que finalement, c'est très compliqué d'inventer quelque chose qui est à 100 milliards de kilomètres de nous. Mais en général, les pièces, elles nous parlent de l'humanité qu'on a tous en commun. Donc, effectivement, on puise en nous, dans notre expérience, dans nos souvenirs, dans notre quotidien, oui. Alors, c'est une pièce qui vient de démarrer, donc, depuis un mois, Théâtre Rive Gauche. Elle est en rodage encore ou non. On peut dire qu'elle est aboutie. Ah non. Hein, elle est... Non. Parce que la suite, c'est la tournée. Voilà, on n'est jamais ou toujours en rodage, mais je pense qu'on n'a jamais fini de peaufiner une pièce, donc on y travaille toujours, on s'appelle avec les acteurs, moi je passe au théâtre, je vais les voir, ils me disent tiens tu vois cet endroit-là, est-ce qu'il n'y a pas un petit moment où on rate quelque chose, ou moi je vois et je dis tiens on a peut-être encore quelque chose à peaufiner, donc on fait une séance de travail. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un après-Covid aussi? Les choses changent au théâtre? Ont changé? Oui. Le théâtre, il est perméable au monde extérieur. On n'est pas à part, on est dedans. D'abord parce qu'on est dedans en tant que citoyen et en tant que j'allais dire que travailleur, oui, qu'artisan, que voilà, on est dans le monde. On a eu cette période où on a vraiment été très privé du public et où on a senti que le public se sentait aussi privé de nous. Alors comme les couples qui se désirent et qui sont séparés par la distance,
un monsieur qui travaillerait très loin à l'étranger, une femme qui travaillerait en France, ou l'inverse. Voilà, on s'est beaucoup désiré, on a beaucoup fantasmé les uns sur les autres. Peut-être trop. Jamais trop. Non. Non. On avait un peu... Il y a le fantasme et la réalité. Voilà. On avait cette envie de se retrouver. On s'est retrouvés. Le public, malheureusement, le vide n'existe pas, donc le vide de théâtre, le vide de fiction, le vide de rêve, le vide de rire, il a été comblé par les plateformes, il a été comblé par la télévision, il a été comblé par... et du coup, le public a mis un peu de temps à revenir au théâtre, il revient, mais on sent que ce temps-là, il reste encore un peu entre nous. En tout cas, il y a des choses comme ça qui restent un peu de ce temps-là entre nous, parce que le public a pris d'autres habitudes, je crois. Oui. Et vous, on parlait du confinement tout à l'heure, est-ce que ça vous a changé? Le temps est différent aussi pour vous. Vous qui faites énormément de choses, je le disais, donc multiples casquettes, auteur, acteur, oui, réalisateur, scénariste, les grosses têtes aussi, on peut en parler. Prof aussi, on va en parler aussi. Beaucoup. Puis je fais beaucoup de coaching aussi donc ça a été vraiment une parenthèse aussi. Totale. J'en ai profité une parenthèse de création. D'abord, j'ai un peu de honte à le dire, mais ça a été une parenthèse enchantée pour moi, parce que je vis à la campagne, parce que j'ai eu le bonheur que mes fils, j'ai deux grands-fils, soient là le week-end avant qu'on décide le confinement, donc ils sont restés. C'est en Normandie? En Normandie, oui. Ils sont restés, donc on a passé tout ce temps ensemble, et c'était formidable. D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait un temps incroyable. Oui. C'est vrai que ça remonte maintenant, mais donc ça a été Il a plutôt fait une un temps magnifique pour vous. J'ai un de mes fils qui est cuisinier, donc il nous a fait des petits plats, on a cuisiné en famille, ça a été un bonheur fou. Et puis moi, j'en ai profité pour me former. J'ai fait une formation à distance, justement sur la prise de parole, sur le coaching et sur des choses comme ça, qui me manquaient. J'avais une envie de cette formation depuis longtemps. Et puis j'ai lu beaucoup, j'ai écrit pas mal, j'ai pensé à mes projets, à mes mises en scène, à des... Quel est l'art que vous préférez? Ou vous préférez écrire, jouer, réaliser, interpréter, animer? J'aime tout. Vous aimez tout? Oui, c'est pour ça que je ne choisis pas d'ailleurs. C'est pour ça que je ne choisis pas. C'est comme si on me demandait quel enfant je préfère. Ah. Non, j'ai pas de... Vous prenez tout? Je prends tout. Je fais pas beaucoup d'images. Je sais pas, les réalisateurs de télé, de cinéma ne pensent pas beaucoup à moi, mais on voit quand même dans pas mal de films. Oui, mais c'est vrai que je ne tourne pas souvent. Vous le demandez pas forcément. On vient vous chercher. Je veux dire, je fais autre chose. Et ce que je fais me passionne, et j'ai déjà pas assez de temps pour tout faire. Donc, on me proposerait un magnifique rôle, je ferai du temps, je trouverai du temps. Ce que je fais pour touche à touche, c'est ça que vous aimez en fait. Mais c'est ça que j'aime. D'un domaine à l'autre. J'ai très vite compris quand je suis arrivé, je suis monté de ma province pour venir à Paris jouer et faire le métier de comédien. J'ai très vite compris que le métier de comédien consistait à être assis à côté de son téléphone et attendre qu'il sonne. Et je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça. Non. Je vais devenir dingue. J'ai trop d'énergie, trop d'envie, donc je suis vite devenu auteur. Et puis auteur, on vient vite à la production, à la mise en scène, voilà, et les choses se sont enchaînées. Voilà. Et on va en parler. Dans cette deuxième partie, c'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous laisse là avec 4 mots que je vais vous proposer. À vous de nous les éclairer et puis on continue à parler de vous. À tout de suite, Merci, Eric. à tout de suite. Eric Logérias, est-ce que vous êtes bien? Très bien. Parfait. Alors, comme promis, je vous propose des mots. Et voici le premier que je vous propose, c'est le mot gourmandise. Vous êtes gourmand ou boulimique?
Je suis gourmand, même gourmand, tendance gourmet. Et c'est un peu un des mots qui dicte toute ma vie, ce mot-là. Oui, je suis d'une famille où on aime manger, où on cultive le bien manger. Vous parlez de votre fils. Et j'ai un fils qui est cuisinier, j'en ai un autre qui est comédien et metteur en scène, mais qui est passionné de vin et qui d'ailleurs en fait aussi en partie son métier, puisqu'il crée des cartes de vin pour des restaurants et pour des... Donc voilà, il déguste beaucoup, il connaît très 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 bien les vins. Ils m'apprennent des choses d'ailleurs tous les deux. Je demande que ça. Effectivement, le monde de la cuisine, des vins est un monde assez infini et qui est en pleine évolution. Donc voilà, ils me tiennent au courant de ce qui se fait, ils me font goûter des choses et on passe beaucoup de temps en famille, tous les 4, tous les 5, 6, même avec les compagnes de mes fils, à manger, à goûter, à aller de restaurant en restaurant, à faire des séjours gourmands. Enfin voilà, ça prend beaucoup de place dans ma vie, dans nos vies et c'est à l'image du reste d'ailleurs parce que je suis gourmand de littérature, je suis gourmand de théâtre, je suis gourmand de cinéma, je suis gourmand de séries, je suis gourmand de rencontres, surtout. Voilà, c'est la base de tout, les rencontres. Les rencontres avec des gens, les rencontres avec des œuvres, des idées, les rencontres avec des œuvres aussi pour les cuisiniers, parce que parfois on rencontre des cuisiniers qui sont des très grands artistes et des inventeurs, des créateurs. Donc voilà, oui, gourmandise. Quelles ont été vos plus belles, vos plus grandes rencontres, justement? En matière de cuisine? Les deux. Comme gourmand, comme gourmet. J'ai eu le bonheur comme gourmet de théâtre, de littérature, j'ai eu le bonheur de pouvoir côtoyer des gens voilà, qui ont illuminé mon chemin, que ce soit Michel Déon, que ce soit Jean Marais, que ce soit Jean-Loup Dabadi, que ce soit Jean-Claude Brialy, Jérôme Savary, Jean-Claude Pinchena, le Théâtre du Campagnol, Jacqueline Maillan, avec qui j'ai eu le bonheur de jouer. Ça serait sans fin, enfin pas sans fin, mais voilà, toutes ces rencontres-là, elles ont jalonné ma vie d'artiste, que ce soit à la télévision, Thierry Ardisson, Carl Zéro, avec qui j'ai travaillé si longtemps, Laurent Gérard, Philippe Bouvard, Laurent Ruquier, voilà, toute l'équipe des grosses têtes. Voilà, ça c'est Un art mineur, la télévision? C'est pas un art. C'est un média. Un média. Voilà, mais c'est pas un art. Et il faut surtout pas que la télévision se prenne pour un art. Elle l'est très rarement. Les fictions sont des œuvres d'art qui peuvent trouver leur place à la télévision ou au cinéma, mais la télévision en tant que telle, c'est pas un art. Ça peut être un instrument qui parfois produit des œuvres artistiques. Ça arrive de temps en temps où elle peut être le support qui amène vers les gens des œuvres ou qui éclaire des œuvres, mais c'est pas un art en soi. Et puis après, j'ai eu le bonheur de rencontrer Guy Savoy il y a très longtemps, qui est devenu un ami et qui pour moi est quelqu'un qui est un artiste de la cuisine complètement. Même s'il dit lui qu'il est un artisan. Mais en matière d'art, entre l'artisan, l'artiste, la frontière est parfois très fine et très poreuse. Voilà, là, on est plus dans l'art. Oui, Guy, il magnifie ce qu'il touche. Il a ce génie qu'ont les grands artistes, les grands artisans de transformer les produits. D'ailleurs, c'est une de ses grandes phrases. Il dit la gastronomie, c'est transformer les produits de la terre en quelque chose d'artistique et d'amener ça, enfin, de l'art et apporter ça aux gens. Et c'est un art qu'on ingurgite, la gastronomie. C'est un art qui se répand dans le corps, qui fait du bien au corps et à l'âme, comme les grands vins, comme les bons vins.
Voilà, et puis des cuisiniers formidables, j'en ai croisé des dizaines, et que ce soit mon copain Alain Darroze, qui est un paysan de la cuisine, lui. Et voilà, je pense, je ne pourrais pas tous les citer parce que voilà, ça pour moi c'est des rencontres, et je dis souvent à Guy Savoy que les chemins des artistes, des acteurs, des comédiens et des cuisiniers sont très parallèles en fait, et des musiciens aussi. Voilà, je pense qu'on est dans le même univers. Et mon bonheur absolu. Des artisans. Des artisans, oui, des artisans d'art. Il y avait ce terme-là. Autrefois, on l'utilise moins maintenant, mais on parlait d'artisans d'art. Et pour moi, oui, ce sont des vrais métiers qui sont parallèles, parce qu'on fonctionne sur les mêmes choses, sur l'inspiration, sur le produit. Nous, si on n'a pas un bon produit, c'est-à-dire un bon texte, eh ben, on fait rien. On fait de la merde, comme disait mon copain Jean-Pierre. Oui, on ne peut pas travailler si on n'a pas de bons produits. Et les bons cuisiniers, aussi bons soient-ils, s'ils n'ont pas de bons produits, ne peuvent pas faire grand-chose. Et les bons acteurs, s'ils n'ont pas un bon texte, s'ils n'ont pas cette base-là même du travail, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur un plateau, s'ils n'ont pas ces bons produits-là, eh ben, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc voilà, on a beaucoup de choses en commun, je crois, oui. Vous cuisinez vous-même? J'essaie, oui, toujours. On cuisine beaucoup en famille, nous. On cuisine chorale. Une cuisine chorale. Avec aussi du bon vin sur la table. Oui. Ce qui est un peu normal pour quelqu'un qui est né à Cognac, n'est-ce pas? Allez, deuxième mot. On continue notre chemin avec ce deuxième mot, puisque c'est le mot chemin. Revenons sur ce chemin, justement. Vous êtes né le 5 mai 1963 en Charente, à Cognac. Sciences Po Bordeaux, oui. Le Conservatoire de Bordeaux. Et puis vous tracez... Arrêtez au milieu pour faire le conservatoire. Voilà. Et en fait, vous tracez votre route, votre chemin. Je vous laisse développer. Le chemin... Je crois qu'il n'existe pas de chemin qui ne soit qu'un lacet de cailloux et de goudron. D'ailleurs, ils ne sont pas si intéressants que ça, ces chemins-là. Ce qui est intéressant dans le chemin, c'est avec qui on le fait. Et j'ai l'impression que mon chemin, il n'a jamais été que ça. Qui est-ce que je suivais? À qui je donnais la main? Qui est-ce que avec qui je réglais mon pas? Je rappelle ce titre très joli, Je règle mon pas sur le pas de mon père, un très joli film. Avec qui je règle mon pas? Moi, j'ai été scout longtemps. Et marcher, c'est pas facile, mais quand on marche à plusieurs et qu'on règle notre pas les uns sur les autres, alors on peut marcher vite et on peut marcher loin surtout. Et j'ai l'impression que mon chemin à moi, il a toujours été un chemin avec d'autres, pour les autres, en suivant d'autres gens ou en essayant d'ouvrir la route pour que d'autres me suivent. Voilà. Le chemin, pour moi, c'est ça. C'est être avec, marcher avec. Sinon, en soi, c'est pas très intéressant un chemin. Et transmettre aussi. Il y a le chemin de l'école. Et transmettre, oui. Le chemin de l'école, oui, marcher devant pour être suivi, montrer la route, ouvrir la route. Je pense au théâtre que vous enseignez et aussi précédemment le catéchisme que vous avez enseigné. Oui. Oui, quand j'étais scout, j'avais une tante qui faisait le catéchisme dans un petit village à côté de Cognac, et elle avait du mal à recruter des catéchèses. Donc elle m'a demandé un jour, elle m'a dit: toi tu viendrais faire du caté pour les petits? Je dis pourquoi pas, si tu m'en penses capable, alors je peux essayer. Donc j'ai fait ça pendant 1 an ou 2 et j'ai bien aimé ça parce que c'est faire œuvre d'éducation et
Et je pense que je le faisais de façon un peu très personnelle et sûrement assez originale. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait déjà, c'était ça. C'était d'ouvrir des fenêtres et des portes. Il ressemblait à quoi votre chemin de foi? Vous avez été baptisé? Oui. Alors, je suis issu d'une famille Tout très, petit, oui. très catholique. En tout cas, chez les deux grands-parents, mes parents étaient pratiquants, mais moins assidus que mes deux grands-parents paternels et maternels. Baptisé, communion, confirmation, enfin tout. À travers le scoutisme, j'ai continué ce chemin de foi. J'ai été dans une école catholique, j'étais à Saint-Paul, à Angoulême, où François Mitterrand m'avait précédé sur les bancs. J'ai usé mes culottes sur les mêmes chaises que lui. J'ai d'ailleurs eu un rapport assez privilégié avec le chanoine Coudreau, qui était le supérieur de Saint-Paul, et qui était déjà retraité quand je suis arrivé, moi, à l'école Saint-Paul, et qui avait été le prof de philo de Tonton. Et c'était... Il vous en a parlé? Oui, beaucoup, on en parlait souvent. Quel type d'élève était-il? Un élève un très bon élève qui fascinait un peu tous ses profs. Il était très, très mûr, très intéressant. Voilà, il me disait ça, il me disait... Ni intéressé par les forces de l'esprit? Oui, déjà. Et très intéressant parce que questionnant beaucoup. Voilà, il questionnait beaucoup ses profs et ses éducateurs. Et moi aussi. Et vous aussi? Ouais, c'est pour ça que je crois que je m'entendais bien. Ça me surprend pas, oui. Je m'entendais bien avec mes profs parce que je les interrogeais beaucoup. Alors j'étais assez dissipé, parfois insolent, remettant en cause quasiment toujours l'autorité, en la questionnant. Et finalement, je m'entendais très très bien avec mes profs et ils étaient parfois un peu sévères avec moi parce que je le méritais sûrement, mais j'ai été aussi très impliqué dans la vie de l'école. J'étais délégué des élèves, puis délégué des élèves au conseil d'établissement, donc voilà, ça m'intéressait beaucoup déjà. Mais ça m'agaçait d'être pris pour un gamin. J'avais envie d'avoir des rapports d'adultes avec eux, en fait. Et j'étais très content de siéger dans ces trucs-là, les conseils de classe, les conseils d'établissement et tout, parce que tout à coup, j'avais un rapport d'adulte avec eux et que j'ai quasiment toujours fréquenté des gens plus âgés que moi. Et je m'entendais formidablement bien avec tous mes camarades. J'étais pensionnaire, on a beaucoup fait de conneries, on a beaucoup ri, on a beaucoup... voilà, on a mis un peu le bahut en dessus-dessous. Vous vouliez pas de président? Je ne serais pas détesté. Ah, oui, parce que délégué de classe... Non, mais c'était l'idée de faire Sciences Po après. Enfin, je crois que tout ça était oui, peu... Sciences Po voilà, après. c'était un peu... J'ai toujours beaucoup aimé la politique. Je continue à beaucoup l'aimer, à me passionner pour la politique souvent. Même si la politique et les politiques sont moins passionnants qu'ils ne le furent, je pense. Même si je pense qu'on a une classe politique plutôt médiocre. Je pense que voilà, ça ne va pas en s'améliorant. Mais ça me passionnait beaucoup. Oui, je trouve que le pouvoir est quelque chose d'intéressant. Après, tout dépend ce qu'on en fait. Mais en tout cas, oui, le pouvoir, c'est quelque chose d'intéressant. On continue sur le chemin. D'ailleurs, sur ce chemin, mariage à l'église aussi? Non, pas mariage à l'église. Pas baptême de mes fils. Justement. On en parle un petit peu avec ce troisième mot, qui est justement le mot baptême. Ah, bah voilà. Voilà, vous allez peut-être nous raconter. Oui, enfin, tout ça vient du rapport pas simple que j'ai, on en parlait tout à l'heure, avec l'autorité, avec le cadre, avec le dogme, avec les structures voilà, j'ai un rapport un peu compliqué avec l'Église, dont je dirais, comme on disait autrefois de certains
intellectuels ou artistes qui étaient proches du Parti communiste. On disait c'est des compagnons de route du PC. J'adorais on parlait de marche et de chemin tout à l'heure. Compagnon de route, je trouve que c'est un joli terme. Et je me sens un compagnon de route de l'Église, mais je me sens totalement et absolument libre et je veux absolument garder cette liberté. Et du coup, je voulais pas que mes fils deviennent catholiques parce que je l'étais ou parce que je me sentais proche de l'Église et de cette religion, qui est ma religion en fait. Donc j'ai voulu leur laisser le choix et mon fils aîné, à 16-17 ans, on a toujours parlé très librement à la maison d'église, de foi, de dogme, de pratiques, de rites, voilà. Mais je voulais que ce soit un chemin, on y revient, personnel, et parce que je trouve que c'est ce qui en fait la valeur. Et à 16-17 ans, Pierre-Louis, mon fils aîné, nous a dit à sa mère et à moi, voilà, j'ai envie d'aller d'en savoir plus, de comprendre. Donc il a fait, voilà, il a suivi des cours de catéchisme, il a fait son chemin, il a été baptisé à 19 ans et c'était bouleversant. C'était bouleversant qu'il ait fait ce choix. Voilà, je suis un peu ému, pardon. C'était bouleversant qu'il ait fait ce choix et on en a été très heureux, très, très illuminés nous-mêmes. Et je pense que pour avoir vécu beaucoup de baptêmes, même si c'est un moment touchant pour les familles, c'est pas aussi touchant que quelqu'un qui dit voilà, j'ai envie de rentrer dans l'église, je fais ce choix en tant qu'adulte, en tant que croyant, j'ai envie de rejoindre cette communauté. Je trouve que c'est un acte bouleversant. Voilà. Mon second fils n'a pas encore suivi ce chemin. Il le suivra ou pas. Peut-être qu'il le fera à 25, 35, 40 ans, je ne sais pas. Ou peut-être jamais. Mais c'est son chemin. Donc voilà, et on ne s'est pas marié à l'église non plus, aux grandes dames de mes grands-mères qui étaient encore de ce monde. Mais elles ne nous en ont pas moins aimés. Mais voilà, c'est toute l'ambiguïté de mes rapports avec l'Église, l'autorité, voilà, compagnon de route, un peu chiant sûrement, mais voilà, je suis comme ça. On entend votre émotion concernant le baptême de votre fils aîné. Oui. C'est un choix qui vous a surpris à votre épouse et à vous-même quand il vous a dit ça? Non. Non, c'était naturel. Parce qu'il a grandi chez nous, j'avais envie de dire que oui. Voilà, c'est notre fils, donc on le connaissait. On voyait bien que chez lui, il y avait une vraie demande de plus que la vie matérielle et même s'il est voilà lui aussi très très amoureux des choses de la terre mais qui avait voilà une recherche permanente et un questionnement permanent sur l'au-delà, sur l'ailleurs, sur la transcendance, donc oui, je me disais bien qu'un jour il irait vers là. Et c'est que ce chemin-là l'appelait, parce que on fait son chemin, mais parfois les chemins vous appellent. Et je sentais que ce chemin-là l'appelait et qu'il irait sûrement, mais il est allé à son rythme. Quel est son chemin aujourd'hui? Dans la foi aussi? Dans la foi, toujours. Il est même assez investi dans les œuvres caritatives. Mais mes deux fils, j'ai un fils qui en ce moment est parti sur le toit du monde avec une ONG pour servir, voilà, même si lui n'est pas dans un chemin de foi, en tout cas il est dans le chemin du service qui est quelque chose une chose à laquelle il pense, quelque chose qu'il travaille, oui. Et Pierre-Louis, il vit sa foi, voilà, en fils dissipé de l'Église et en fils dissipé tout court. Merci pour ce partage émouvant. Je vous propose le quatrième mot
On continue un peu dans cette veine-là avec le mot finitude. On parlait tout à l'heure de l'au-delà. Oui. Ça fait aussi partie des interrogations. Oui. J'ai un problème avec ça. J'ai la sensation que la finitude et que l'approche de la finitude fait que l'être humain finit par se poser des questions qui sont des questions qui sont là depuis toujours. Et cette idée, je chante une chanson de Reggiani dans mon spectacle sur Reggiani, dans laquelle il dit j'ai toujours été un mauvais chrétien et au moment de finir, voilà, Monsieur Saint-Pierre, la charité et s'il vous plaît, voilà, je veux continuer à vivre et j'ai toujours, moi qui prenais Satan pour un bleu, je sais plus, alors, quand je la chante pas, les paroles reviennent moins bien, mais voilà, il dit, puis les copains disent, voilà, regardez-le, le grand anarchiste, il meurt comme un vulgaire chrétien, ce qui est assez rigolo et toute cette idée que parce que la fin approche, les gens tout à coup se mettent à croire et tout ça, ça me gêne beaucoup. C'est pas pour ça qu'on croit. Voilà. Et si on croit pour ça, alors c'est moche. Chacun son chemin, encore une fois, hein, mais voilà, je trouve que c'est pas. C'est triste. Voilà. La finitude, elle est là. Moi, mes parents se moquaient de moi parce que je parlais beaucoup de la mort depuis que je suis tout petit et c'est quelque chose qui m'habite, je crois, depuis toujours. Et même, je crois pouvoir dire que je ne me souviens pas avoir vécu une journée sans que dans cette journée, à un moment ou à un autre, je pense à la mort. Mais je pense que c'est justement parce qu'elle est là que je fais autant de choses et parce qu'elle rôde toujours quelque part autour de nous et que ça peut être fini en sortant de ce studio. C'est aussi pour ça que je fais autant de choses, que la vie est tellement magnifique. La vie offre tellement de possibilités que ne rien faire ou faire peu serait ne pas lui rendre hommage et ne pas rendre hommage à celui qui a créé tout ça, si quelqu'un a créé tout ça. La vie, elle est faite pour être remplie. Alors, elle peut être faite pour être remplie de prières. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les gens qui vivent une vie de retraite, une vie monacale. Quand je le peux, je vais passer quelques jours à Saint-Vendry, qui est une abbaye bénédictine que j'aime particulièrement. Et je suis admiratif de la vie des frères et des pères qui sont là-bas. Parce qu'ils remplissent leur vie. Ce qui serait terrible, c'est de ne rien faire de nos vies. Et moi, en faire trop, je pense que c'est à peine en faire assez pour goûter tout. Alors, on n'est plus dans la gourmandise, on est dans la boulimie, là. Mais j'essaie d'être un boulimique dans le sens beaucoup de choses, mais de déguster chacune des choses. Et cette finitude, pour moi, c'est cet appel à faire des choses. Après, justement, est-ce qu'il y a un après ? De toute façon, il y a un après. Que ce soit scientifiquement et physiquement, le fait que nos cellules et nos atomes et rejoignent le grand tout, c'est qu'il y a un après. J'ai beaucoup de mal à penser le paradis, la résurrection des corps. Voilà,
ma foi dans le dogme, en tout cas, s'arrête là parce que j'ai beaucoup de mal à croire en ça. Et puis quel corps? Celui qu'on avait à 20 ans, celui qu'on a au moment où on est grabataire sur un lit depuis 6 mois et qu'on pèse 30 kilos? Quel corps? Celui qu'on choisit soi avant, mais alors il faut le dire, il faut que je le dise tout de suite, alors je voudrais celui quand j'avais 25 ans, c'était à peu près le mieux. On ne sait pas, voilà, tout ça ce sont des questions sans réponse. Il y aura une réponse. Est-ce qu'on ne se pose pas davantage ces questions quand on vit une période de deuil, de recueillement? Pas plus. Moi, je me suis toujours posé ces questions-là. Là, j'ai perdu mon papa récemment. Donc, ces questions-là se sont ravivées. Papa était très croyant, il a choisi d'être incinéré. Il y a encore pas très longtemps, c'était très très mal vu au sein de l'Église. Parce qu'il y avait toujours cette histoire de résurrection des corps, mais enfin, je veux dire, quand on finit en cendres au fond d'un cercueil, c'est poussière tuée, tu redeviendras poussière, poussière de cendre ou poussière de décomposition. Enfin, franchement, je ne vois pas bien la différence. Non, moi, ce sont des questions que je me pose toujours. Les gens qui me connaissent bien disent que je suis assez morbide, en fait. Oui, parce que ces questions-là m'habitent toujours. Et mes excès de vie, mes excès de rire, de dinguerie et tout ça sont sûrement nourris de ça aussi. Humour, politesse du désespoir, oui, comme on dit. Sûrement. Je suis fondamentalement un pessimiste qui se fout des pieds au cul tous les matins parce que sinon je reste dans mon lit. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous êtes aussi l'auteur de La conspiration de l'Apocalypse, encore une histoire de finitude, et puis aussi d'un livre sur la fin du monde. En 2012, hein, tout le monde tablait sur le 21 décembre 2012 à l'époque. C'était une vraie angoisse pour vous? Non, pas du tout. Pas de finitude là, à ce moment-là? Non, pas du tout. J'étais pas du tout angoissé, mais j'étais dans une colère assez rageuse contre tous ces marchands de poudre de perlimpinpin qui nous faisaient croire qu'ils savaient, eux, qu'effectivement c'était la fin, parce que les Mayas, parce que ma grand-tante Morissette, parce que Nostradamus, parce que ça m'agaçait beaucoup. Je pense que on peut être croyant ou sans être idiot. Qu'on n'est pas obligé de croire à n'importe quoi parce qu'on croit ou parce qu'il faut croire, et que les marchands de rêves et de cauchemars et de poudre de perlimpinpin m'ont toujours beaucoup énervé. Je fréquente des scientifiques qui sont des croyants. La science et la croyance, y compris catholique, ne sont pas des ennemis. On n'est pas obligé d'être décérébré pour croire. Et la science, encore une fois, et la foi ne sont pas des ennemis, on le sait depuis toujours, et Teilhard de Chardin nous l'a prouvé, et tant d'autres. On peut croire, même si on n'a pas toutes les réponses, et que sûrement quelque part les réponses existent, mais en tout cas ça n'empêche pas de chercher et de chercher à comprendre, et surtout ça veut dire non, on doit dire non aux gens qui nous prennent pour des gogos, on doit dire non aux gens qui falsifient la science, soi-disant sous l'illumination de croyances X ou Y. Non. La science est là, elle est implacable, et c'est même terrible. Et la croyance, elle est là aussi, et c'est autre chose. Mais il faut pas abuser les gens. Ça m'a rendu assez dingue à l'époque, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose. J'avais un éditeur et un producteur de télé qui m'ont dit, bon, on va faire quelque chose sur... Voilà, et l'émission commence comme si je croyais à tout ça, et elle se termine... Donc vous ne croyez pas à l'apocalypse? Non. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé entre-temps. Il y aura une fin du monde, effectivement. Covid, guerre. Non, mais il y aura... Ça vous inquiète pas plus que ça?
Ça m'inquiète pas plus que ça, non, parce que c'est la vie du monde et des civilisations. Il faut se pencher un peu sur l'histoire, il faut se pencher un peu sur tout ça. Ça a toujours été. Vous savez, il y a toujours eu des gens qui ont promis la fin du monde pour l'an 2000, pour l'an 1000, la grande peur de l'an 1000. On a toujours pensé parce que l'être humain a besoin de croire qu'il maîtrise ça, mais il maîtrise rien. Et puis la fin de la civilisation, ça ne veut pas dire la fin du monde. La planète, elle continuera à tourner sans nous. Elle a encore 4,5 milliards d'années, puisque l'explosion du Soleil, c'est dans 4,5 milliards d'années. Donc on a au moins encore 4,5 milliards à voir cette boule bleue qui tourne comme ça. Peut-être qu'on ne sera plus là, nous, mais nous, on est quoi? On est un micro-événement sur la vie de la planète et de l'univers. Nous, les humains, je veux dire. Oui, nous, bien sûr. Eh oui. Les diplodocus se pensaient sûrement éternels aussi. Nous ne sommes que poussière, absolument, Éric Logérias. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. Éric, je suis de nouveau en face de vous. Heureux. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience? Un peu entre le confessionnal et le cabinet de psy. Ah, c'est agréable. Ça vous a... Ouais. C'est agréable parce que je me posais la question tout en répondant. Je me disais, est-ce que je dirais les mêmes choses si vous étiez en face? Je pense que oui. Peut-être différemment, mais c'est intéressant, oui. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus marqué que les autres? Ouais. Non, ils m'ont tous marqué, parce que gourmandise, c'est tout moi. Chemin, c'est un très beau mot, chemin, parce que dans chemin, il y a tout. Un mot très chrétien. Oui, mais il y a tout dans chemin. Il y a l'idée du compagnonnage, il y a l'idée de la vie, il y a l'idée de l'expérience, il y a l'idée du métier qu'on fait, il y a tout ça dans le chemin. Et le baptême? Et le baptême, oui, c'est ça. Vous avez partagé ce très beau moment. Oui. Du baptême de votre fils. Mais je trouve que... Qui a été baptisé donc... mais il était baptisé à la Trinité. La Trinité, c'est la communauté d'Emmanuel. Et donc, voilà, il a été plongé. Il a été immergé. Voilà, immergé. Donc, voilà. Comme Jean-Baptiste. Voilà, absolument. Donc, c'était très joyeux, c'était très gai. C'était un moment très impressionnant, très émouvant, très gai. C'était un très beau moment. Mais je les aime bien, les Emmanuel. Je trouve qu'ils ont une foi active et joyeuse. Tous Je ne sais pas, mais en tout cas, l'esprit... Nous sommes sur KTO. L'esprit d'Emmanuel. Emmanuel Macron, qui lui-même a été baptisé aussi sur le tard, vers 11-12 ans. Ah, oui. Vous ne saviez peut-être pas. Non, je ne sais pas. C'était un choix aussi personnel. Ouais, voilà, mais j'aime bien quand on fait ce chemin. On y revient. Ça devrait être le cas toujours, je pense. Et vous l'auriez fait ce choix-là? Oui, je pense. À l'âge de votre fils, peut-être, si on vous l'avait proposé à ce moment-là? Plutôt sûrement, mais en tout cas, je suis tellement amoureux de la liberté. Tellement. C'est un autre mot qui aurait pu être. Oui, c'est vrai. Je suis tellement amoureux de la liberté que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, lui offrir la liberté de faire son chemin. Du baptême à la finitude. Vous voyez, je reprends tous les mots avec gourmandise. Mais je trouve que c'est formidable. C'est pour ça que je me suis un peu énervé aussi sur l'histoire de 2002 et de 2012. Je déteste tellement qu'on prenne les gens pour des cons. C'est quelque chose qui me révolte. Complotiste. Ouais, c'est quelque chose qui me révolte profondément. S'il y a une chose que j'essaie de faire à travers l'enseignement, parce que pour moi c'est un aboutissement de chemin, en tout cas, même s'il y a encore beaucoup de routes. Je vais fêter mes 60 ans et je dis beaucoup à tout le monde, c'est mon deuxième tiers, parce que je veux arrêter à 90. Voilà. À partir de 90, je ferai n'importe quoi. Je me remettrai à fumer, je vais faire n'importe quoi. Mais jusqu'à 90, voilà, c'est la troisième partie de ma vie. Vous êtes mis une borne. 90 ans. Et après... Après, je peux faire n'importe quoi. C'est sympa. Voilà. Mais, donc vous avez imaginé votre propre finitude. Voilà, la finitude du travail, en tout cas, de l'investissement. Mais ce choix, justement, d'enseigner, c'est pour aider les gens à aller vers le mieux, vers
vers le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas pour les enfoncer dans la bêtise et dans la peur et dans le... Éduquer, c'est ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes, donner confiance. Éduquer de jeunes actrices et de jeunes acteurs au théâtre, c'est ça. C'est leur offrir la liberté d'être heureux dans ce métier. Et je pense que ça devrait être le cas de tout le temps. On devrait offrir aux gens la liberté. Donc les enfoncer dans la croyance, dans la peur, et leur offrir finalement une nouvelle laisse, un nouveau collier, en leur disant vous avez peur, alors c'est avec nous que vous allez aller, parce que nous, on va vous emmener. Ça, c'est terrible. Ça me rend fou, ça. Je reviens sur le dernier mot, la finitude, et sur votre projet, 90 ans, et puis faire n'importe quoi, enfin vivre jusqu'au bout dans la joie. Oui. Je trouve ça très, très joyeux comme projet. Mais est-ce que vous avez pensé quand même, c'est pas très gai pour finir là-dessus, mais à votre propre mort? Vous parliez de votre père qui avait choisi d'être incinéré. Vous imaginez votre mort? Oui, bien sûr. Oui. Et je vous dis, de toute façon, je crois qu'il ne s'est pas passé un jour de ma vie, à partir du moment où j'ai commencé à raisonner, à penser, où je n'ai pas pensé à la mort, oui. Donc à la mienne, bien sûr. Bien sûr, je la vois loin, vers 90, 92. Je trouve que, voilà, quand Michel Bouquet, papa est parti à 90 ans, Michel Bouquet à 82, 93, voilà, je trouve que c'est des beaux chemins, c'est des beaux espoirs, et puis... Et voilà, pourvu que je puisse ne pas partir dans la souffrance et dans le délitement de moi-même, voilà, je partirai. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est sûr. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Éric Logérias. Je rappelle le nom de votre pièce, qui est une comédie. Oui, on parle de choses très graves, là. C'est un peu grave. Ave César. Mais Ave César, on rigole beaucoup au théâtre Rive Gauche en ce moment, puis ensuite en tournée en France. Voilà, mise en scène, Éric Logérias. Adaptation. Pardon, adaptation et mise en scène. Mais oui, voilà. tu fais tout fait sur cette pièce. Je ne la joue pas, mais c'est Frédéric Bourali et Christelle Reboul, donc c'est bien mieux. Aussi, qui sont excellents sur les planches. Merci à vous, derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez revoir cette émission. Ça s'appelle le replay de KTO, ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.